Le scientifique et politicien indo-américain Shiva Ayyadurai, titulaire de 4 diplômes d'ingénieur du célèbre Massachusetts Institute of Technology et qui s'est principalement concentré sur la biologie des systèmes, décrit cette crise comme the biggest fear-mongering hoax ever. En français, le plus grand canular générateur de peur de tous les temps. Il confirme cette affirmation en comparant le nombre de décès dus au Covid-19 avec le nombre de décès aux États-Unis attribuables au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres maladies immunosuppressives. Monsieur Ayyadurai, convaincu que seule une approche holistique et des soins particuliers du système immunitaire peuvent être la réponse à cette épidémie et à celles qui sont à venir. D'après lui, la théorie selon laquelle les bactéries ou les virus peuvent tuer les humains est tout simplement fausse. De plus en plus de personnes vivent en bonne santé et comprennent que les médicaments sont toxiques. L'industrie pharmaceutique s'en rend également compte car ses bénéfices diminuent. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique se concentre maintenant sur la production de vaccins et ouvre un nouveau secteur d'activité avec la maladie du coronavirus. La conclusion de Shiva Ayyadurai est la suivante. De nombreux médecins et scientifiques pendant la crise du coronavirus ne disent plus la vérité, mais préfèrent ramper par crainte de perdre leur emploi et de ne plus pouvoir nourrir leur famille. Mais maintenant, écoutez l'interview de la chaîne de télévision La Part Manquante que Yasmine Kozubek a réalisée avec Shiva Ayyadurai. Docteur Shiva, vous êtes biologiste systémique et vous avez obtenu plusieurs diplômes d'ingénieur au MIT avec une spécialisation en bio-ingénierie. Ce sujet n'existait pas il y a 20 ans. Que pouvez-vous donc apporter à la discussion sur le coronavirus que nous n'avons pas entendu de la part des virologues ou des épidémiologistes? Le noble devoir de la science est de communiquer la vérité. Et je dis la vérité ici. Toute cette affaire restera dans les annales comme le plus grand canular effrayant, car elle sert 3 objectifs. Premièrement, détruire les systèmes économiques, et cela de façon particulièrement forte aux États-Unis. 17 millions de personnes sont devenues chômeurs. Nous voyons également les plans sans équivoque de Big Pharma, de l'OMS et des services de lutte contre l'épidémie, qui visent à rendre les traitements médicamenteux obligatoires. S'ils le veulent bien, dans 6 mois, vous ne pourrez plus obtenir votre permis de conduire comme ça, on dira. Où est votre carnet de vaccination? Ou bien aller dans une salle de sport, à la discothèque, etc. Réfléchissez-y. Et pourquoi? Parce que Big Pharma perd de l'argent d'année en année. Il suffit de regarder les chiffres. Ils ont davantage d'investissements. Plus de 30% dans la recherche et le développement avec une tendance à la hausse. On pourrait penser que celui qui investit de plus en plus dans la recherche et le développement recevra plus de subventions. Mais ils reçoivent 30% de moins et la tendance est à la baisse. Parce que même la FDA, l'autorité de contrôle de la qualité des médicaments et des aliments, commence à se rendre compte que leurs produits sont des poisons. C'est pourquoi leur nouveau plan d'entreprise est désormais basé sur les vaccins. Pourquoi? Parce que vous pouvez poursuivre le fabricant d'un médicament en dommages et intérêts. Ça a coûté 5 milliards de dollars en 13-14 ans. Donc très cher, à haut risque, à faible profit, et vous pouvez être poursuivi en justice. Les vaccins ne présentent pas ce risque. Ils ne sont pas soumis à la même réglementation, ils sont appelés produits biopharmaceutiques. Deuxièmement, vous ne pouvez pas poursuivre un fabricant de vaccins grâce à Ted Kennedy et aux politiciens qui protègent Big Pharma. Vous ne pouvez pas les poursuivre en justice. Et si vous le faites, vous ne pouvez porter plainte que devant un tribunal géré par la Fédération pour des affaires de vaccination. Cela signifie que c'est le contribuable qui paye. Vous voyez ce que je veux dire? Avez-vous fait le calcul? Non. Alors faites le calcul, vous découvrirez que ça en vaut la peine. Vous avez une industrie qui vaut des billions de dollars appelée Big Pharma, et cette industrie est en train de disparaître. Les gens n'achètent plus de médicaments. Regardez la valeur des actions Sanofi. La valeur des actions des médicaments pour le cœur et pour le diabète est en baisse. Mangez-vous des aliments biologiques? Eh bien, la nourriture en Allemagne est de meilleure qualité qu'en Amérique. Essayez-vous de mener une vie saine? Bien sûr. C'était différent il y a 20 ans. 30 millions de personnes aux États-Unis font du yoga aujourd'hui. Pensez-y. La tendance est que les gens prennent soin de leur corps. Ils veulent acheter de bons aliments pour leurs enfants. Ils s'intéressent aux vitamines et aux plantes. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Par conséquent, tout le modèle économique des grandes entreprises pharmaceutiques est en train de disparaître. Si vous le souhaitez, nous pouvons l'analyser de manière plus détaillée. Vous pouvez inviter tous les économistes du monde et nous leur montrerons les chiffres qui confirment l'échec de ce modèle commercial. Ils ont donc besoin d'un nouveau modèle commercial. Et ce nouveau modèle commercial, ce sont les vaccins et les thérapies cellulaires. C'est ce qu'on appelle les biomédicaments. Ils n'ont pas à subir les mêmes tests rigoureux et vous évitez ainsi les litiges. Les entreprises pharmaceutiques constatent que leurs médicaments échouent, qu'ils ne fonctionnent pas. De plus en plus de personnes mènent un mode de vie sain. Ils doivent prescrire des vaccins, c'est de cela qu'il s'agit. Et vous devez comprendre qu'il ne s'agit plus seulement de nations. Il existe des forces qui vont au-delà des nations. On les appelle l'élite mondiale. Existe-t-elle vraiment? Bien sûr. Elle n'investit pas en Amérique. Ce ne sont pas non plus des nationalistes russes. Elle investit largement au-delà des frontières nationales. C'est de cela qu'il s'agit.
Des fondations telles que la Fondation Gates, la Clinton Global Initiative et la Fondation Chan Zuckerberg sont impliquées dans ce projet qui traverse les frontières nationales. Ces gens sont en fait leur propre gouvernement. Car que font-ils? Ils prennent des milliards de dollars de recettes fiscales, les mettent dans leurs fondations et ces dernières sont utilisées pour dicter la politique publique. Avez-vous élu Bill Gates? Je ne l'ai pas élu. Et avez-vous voté pour Mark Zuckerberg? Moi non. Avez-vous voté pour les Clinton? Non, nous n'avons pas voté pour eux. Mais ils dictent la politique publique du haut vers le bas. Un ordre public que vous et moi n'avons jamais choisi. Un tel ordre veut que les objectifs de développement durable adoptés en 2015 soient une utopie. Vous devrez y lire l'agenda 2030, qui stipule que tout le monde doit être vacciné pour réaliser cette utopie fictive. Et savez-vous qui a soutenu cette initiative? La Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques. À sa tête se trouvent Roche, Eli Lilly et Shionogi Seiyaku. Cela signifie-t-il que les vaccinations contre le coronavirus ne sont qu'un début? Exactement, vous avez mis le doigt sur le problème. C'est le début d'un tout nouveau modèle médical, c'est une approche du haut vers le bas. Pensez à ce qui se passera en septembre de l'année prochaine. Les préparatifs sont déjà en cours. Ils diront « Yasmine, vous ne pouvez pas sortir, vous devez vous faire tester, et voici le vaccin contre le coronavirus. » Vos voisins paniqués vous dénonceront à la police. C'est là que ça commence. Les gens dénoncent d'autres personnes. C'est du fascisme. Nous savons ce qui s'est passé en Allemagne. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était dans les années 1940. Maintenant, c'est le fascisme 2020, et c'est comme ça que ça se passe. Des voisins appellent la police pour dénoncer d'autres personnes sur la base d'une fiction, sur un concept fictif du système immunitaire. Tout cela est faux. Pensez-vous que 7,2 milliards de personnes auraient survécu aussi longtemps? Nous sommes une usine à germes vivantes. La théorie des germes, depuis Pasteur et Robert Koch, a toujours blâmé les germes. Blâmer un germe ou un virus est un moyen très puissant de semer la confusion et la panique dans les populations. Peut-être pour nos téléspectateurs en Allemagne qui voient des vidéos et des images terrifiantes de New York. Ils voient qu'il y a un taux d'infection élevé et que plus de personnes y meurent que partout ailleurs. Comment voyez-vous cela et pourquoi n'êtes-vous pas inquiet? Je suis très inquiet. Je travaille dans le secteur de la santé depuis 40 ans. Je crains que tout le système immunitaire ne soit affaibli. Je suis le type qui a écrit 5 ou 6 articles de recherche sur Monsanto dans lesquels j'ai relevé l'affaire du glyphosate, ce qui détruit le système immunitaire et la flore intestinale. Où est le tollé de l'opinion publique? Il n'y en a pas. J'étais un combattant de première ligne pour la santé pendant 20 ou 30 ans, mais il n'y avait aucune inquiétude lorsque des entreprises comme Monsanto détruisaient le sol ou la biodiversité qui affectent notre flore intestinale. Où est le tollé de l'opinion publique face au fait que peu de gens peuvent s'offrir des aliments biologiques, que les pesticides sont partout? Où est le tollé de l'opinion publique? J'en parle depuis 20 ans et soudain, ils veulent parler d'un coronavirus et ils ont peur. Tout cela est absurde car leur alarmisme n'est pas compatible avec toutes les autres maladies causées par l'agriculture et par l'énorme industrie pharmaceutique. Si nous voulons être honnêtes, parlons de la véritable épidémie mondiale. L'Inde va compter 300 millions de diabétiques, le savez-vous? 300 millions de diabétiques parce qu'ils ne suivent plus le même régime alimentaire qu'avant. Ils mangent des pizzas Domino, du sucre, plus de sucre et encore plus de sucre. 300 millions de diabétiques. C'est une bonne affaire pour les cardiologues, l'industrie pharmaceutique, etc. Pourrait-on parler de la situation actuelle à New York? Parce que c'est exactement ce que les gens voient à la télévision et aux informations. Combien de ces personnes sont immunodéprimées? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je sais que beaucoup d'Américains sont très malades. Connaissez-vous les chiffres? Non, je ne connais pas les chiffres. Alors parlons-en. J'ai un très bon ami, un homme qui fume depuis 40 ans. C'est un homme âgé et chaque fois qu'il attrape une pneumonie, il est sous respirateur. C'était avant le virus. Maintenant qu'il est hospitalisé, il a été testé positif au Covid par la méthode PCR. Si quelque chose lui arrive et qu'il meurt, comment le qualifieront-ils? En tant que patient de Covid-19. Toute son histoire, son tabagisme terrible, son régime alimentaire terrible et son surpoids seront oubliés. C'est l'une des plus grandes fraudes. J'insiste pour qu'ils m'envoient les chiffres. Ils peuvent télécharger les numéros sur un cloud. Nous, la société, la population active mondiale qui en souffre, méritons de voir tous ces chiffres. J'aimerais voir une petite feuille de calcul Excel avec chaque personne, les 2 codes et toutes les conditions préalables. Et je parie que petit a, ils ne publieront pas ces chiffres, et petit b, que si vous regardez les chiffres, 90% des personnes touchées avaient déjà des maladies et étaient de toute façon déjà dans le couloir de la mort. Je suis en colère face à l'ampleur des activités frauduleuses qui ont lieu en ce moment. En est responsable une élite qui a pour objectif de détruire l'économie mondiale parce qu'ils veulent que nous soyons tous vaccinés de force dans 1 an.
avec une puce ou autre chose. C'est le grand objectif de Bill Gates, c'est ce qu'il veut. Il est temps que les gens se réveillent et posent les bonnes questions. Premièrement, qu'est-ce que le système immunitaire? Et deuxièmement, le système immunitaire est-il si faible? Regardons les chiffres réels. Si la santé publique est importante pour nous, nous constaterons que depuis des années et des décennies, le système immunitaire a été compromis par la pollution de l'air, de l'eau et des aliments. Welcome everyone, I'm Spiro, thanks for tuning in. We've all heard the phrase, never let a good crisis go to waste, and I would say that applies even if the crisis is engineered. We've also heard the phrase, order out of chaos, which is a strategy that I believe we are seeing unfold before our eyes. Now I'm sure that many of you are familiar with the Hegelian dialectic, which is problem, reaction, solution. If you have a goal of, let's say, global governance, you may not be able to just roll this out because you'll be met with resistance, and there may be little to no justification for this agenda. So you engineer a crisis. In this case, a global health pandemic, a scenario we have seen wargamed in documents such as the 2010 Rockefeller Lockstep document and Event 201, the tabletop exercise and simulation of a global coronavirus pandemic. That was sponsored by the World Economic Forum, Johns Hopkins, and the Bill and Melinda Gates Foundation, which took place last October. This crisis, which I believe to be engineered, produces a desired response, a controlled demolition of the global economy, wiping out the middle class, creating more dependency upon the government in the form of stimulus money and bailouts, which essentially equate to ownership. We experienced the authoritarian lockdowns, which was the conclusion of the Rockefeller Lockstep document on how to mitigate this crisis. Now, we are also witnessing massive civil unrest under the guise of seeking social justice and ending inequalities and systemic racism, as they call it, when in reality, these riots are nothing more than an organized destabilization operation, much like the ones we have seen the US and the CIA carry out in countless countries before they topple their governments and install puppet regimes. This is a planned operation. So back to the problem, reaction, solution strategy. We have the engineered problem, COVID-19. We have the reaction, the economic collapse and the civil unrest, and now it's time for the solution, a solution which has already been predetermined, prepackaged, and ready to roll out. The solution was just announced by the World Economic Forum, the same World Economic Forum who asked Johns Hopkins to host Event 201. Their solution is what they are calling the Great Reset, an initiative that was officially launched this week. Now, the Great Reset is not a new idea that they just made up over the weekend, okay? This is a long-standing global governance agenda which ties into the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, which seeks to regulate, control, and redefine all aspects of life as we know it. And in June of last year, the United Nations and the World Economic Forum formed a strategic partnership to accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda. Now, here's a quote from the World Economic Forum about the Great Reset, directly from their website. In fact, one silver lining of the pandemic is that it has shown how quickly we can make radical changes to our lifestyles. Almost instantly, the crisis forced businesses and individuals to abandon practices long claimed to be essential, from frequent air travel to working in an office. Back in January of this year, 2020, the World Economic Forum founder and executive chairman Klaus Schwab was asked, what can we expect to be the focus of Davos 2020? And he referenced his book from 1970 on a new economic model called stakeholder capitalism. Well, thank you so much. And of course, it's the headquarters of the World Economic Forum, which is celebrating 50 years as its founder. What does that mean to you personally? It doesn't mean celebrating 50 years of Davos or of our existence. For me, it means to celebrate 50 years of the stakeholder concept, of stakeholder capitalism, because I wrote a book in 1970 and conceptualized, probably for the first time, what we call today stakeholder capitalism. And I wanted to create a place where stakeholders could meet. And that was the original idea of Davos. So I'm very pleased and happy that we are not only celebrating 50 years, but we are celebrating now finally that stakeholder capitalism has become or is becoming mainstream. When we look on the World Economic Forum's website, we see that stakeholder capitalism is one of the main objectives of this Great Reset. At the time of the interview back in January of 2020, the stock market was at all-time highs, and the sense of urgency for a new economic model really wasn't there. I see also, I would call it that we have
urgency in emergency related to the environmental issues, climate change, but also biodiversity and so on, we face an emergency situation. And we have not yet really the sense of urgency to address those issues. We see it now with the fires in Australia, and of course it's relatively difficult to get such a sense of urgency if the stock markets are doing so well as we see now. Now we have economic conditions comparable to that of the Great Depression due to the fallout from the coronavirus lockdowns. And now, lo and behold, we have the justification for the Great Reset and the 50-year-old plan for the new economic system. Now, just 3 days ago, the World Economic Forum hosted a virtual summit for the Great Reset. Attendees included Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, the United Nations Secretary General Guterres, Prince Charles, the head of the International Monetary Fund, and a top representative from MasterCard, among many others. And the general consensus was that we cannot afford to miss this window of opportunity to implement the Great Reset because COVID has shown our current system to be broken. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion and equality. Now is the historical moment, the time, not only to fight the real virus, but to shape the system for the need for the post-corona era. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. As you rightly say, it is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. But these are unprecedented times. Every person on the planet has been impacted by the coronavirus pandemic. Our world came to a standstill and it became clear that we did not have the answer or the mechanisms to address such an unprecedented global threat. The threats posed by this dreadful pandemic came upon us suddenly with very little warning. The threat of climate change has been more gradual, but its devastating reality for many people and their livelihoods around the world, and its ever greater potential to disrupt, surpasses even that of COVID-19. We have a golden opportunity to seize something good from this crisis. Its unprecedented shockwaves may well make people more receptive to big visions of change. And global crises like pandemics and climate change know no borders and highlight just how interdependent we are as one people sharing one planet. History would look at this crisis as the great opportunity for reset. From the perspective of the IMF, what we see is inevitably a very massive injection of fiscal stimulus to help countries deal with this crisis and shift gear for growth to return. But it is paramount that this growth leads to a greener, smarter, and more fairer world in the future. I'm particularly keen to take advantage of the low oil prices today to eliminate harmful subsidies and to bring in place carbon price as an incentive for the investments for the future. Secondly, we know the digital economy is the big winner of this crisis. We have a choice to remain passive, which would lead to the amplification of many of the trends we see today: polarization, nationalism, racism, and ultimately increased social unrest and conflicts. But we have another choice. We can build a new social contract, particularly integrating the next generation. We can change our behavior to be in harmony with nature again. And we can make sure that the technologies of the fourth industrial revolution are best utilized to provide us with better lives. In short, we need a great reset. According to the World Economic Forum website, the Great Reset agenda would have three main components. The first would steer markets towards fairer outcomes, aka wealth redistribution through taxation and regulation.
The second component of the Great Reset agenda would ensure that investments advance shared goals, such as equality and sustainability, aka there will be global standards regulated by task forces to control every aspect of your life through regulation and ensure compliance to the 2030 agenda. The third and final priority of the Great Reset agenda is to harness the innovations of the Fourth Industrial Revolution to support the public good, especially by addressing health and social challenges, aka this is the transhumanist agenda to merge man with machine and enforce compliance with global governance initiatives laid out by the UN's 2030 agenda. Now, this might be a good time to note that 14 of the 17 Sustainable Development Goals include vaccination. I'm not going to talk about mandatory policy and where I stand on that point. It may well come up later, kind of hoping it does in the questions, because then I'll share with you my rather one-sided opinion on that. So what could be a better return on investment, Rob? What could we invest our resources in if we're not going to tackle hesitancy? If hesitancy is not to blame, how are we going to deal with this in the future? Well, I would argue that now is the time where we need a shift in perspective. Immunization is a best buy. 14 of 17 SDGs are addressed through immunization. And when we talk about universal health coverage, we talk about primary health care, we talk about health security. Without immunization, there's none of that. I want to focus on the third aspect of the Great Reset, the implementation of the Fourth Industrial Revolution, which Schwab has also written a book about, and is a long-standing transhumanist agenda which seeks to merge man with machine and artificial intelligence, something that Elon Musk is already working on with his Neuralink project. Now, I'm going to play a series of clips from a World Economic Forum video published about 3 years ago talking about the Fourth Industrial Revolution. I will be commenting about these clips as we go. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. This is profound. She said the very idea of human beings being some sort of a natural concept is going to change, and that our bodies are going to be so high-tech we will not be able to distinguish between what's natural and what's artificial. This is the merger of man and machine. This is the transhumanist agenda. This is the World Economic Forum's official video from their own YouTube channel. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. There you just heard Klaus Schwab, the founder and executive chairman for the World Economic Forum, say that the fourth industrial revolution is going to change us, change humanity. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way.
We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. Now, they were talking about this new economic model not being based on hard work or being a business owner or creating wealth and success. They were talking about a new global economic order that will be fairer, they say, and essentially redistribute wealth, your wealth, as they see fit to lower the standards where you are in your countries or in some countries and raise them in others. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. Are you beginning to see how this COVID crisis has accelerated the 2030 agenda and global governance, and how they use public figures such as celebrities to help sell it to the public because people do not trust governments and institutions? Now, of course, the fourth industrial revolution will be sold to humanity as a way to better mankind, a word which they don't want you to use. Mankind, the UN doesn't like that. They want humankind, right? Anyways, they will make paralyzed people walk again. They will help the blind to see. And while this is all amazing and great, history shows us that time and time again, things that could be used to benefit humanity are often weaponized and turned against humanity. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. The projection of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotion, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. Did you just hear that? She said right now the discussion has been around free speech, but basically once we get that out of the way, once we get access to people's thoughts and once we get access to people's emotions, we need to create a framework for people to think in so people aren't scared and so people are safe. This is absolutely terrifying. Talk about thought police. They are fully intending and telling us right now that they plan to have direct access to your thoughts and to your emotions and be able to manipulate them as they see fit, of course, for the greater good. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes, which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. This is not about saving the planet. This is not about equality. This is about control. Many of the jobs will be taken by robots, so they will redefine work and what it means to work. They want to redefine what it means to be human and determine for you your role and your future of being essentially a transhumanist cyborg integrated into this new control grid. Now, right now we are witnessing the controlled demolition of the current system of control by design in order to usher in this new transhumanist agenda, this new system of global governance, this new digitalized system of control where we will be unable to distinguish organic life from artificial. We won't even have access to our own thoughts, or we'll have access to them, but we won't even be able to control our own thoughts and emotions because they're going to do that for us, because we're going to be tied into their grid system. Now, the current system was never meant to last forever. It was meant to last only long enough to enslave humanity through debt and until technology caught up to the technocrats' envisioned future. And now it's here. Now, do you think that the central banks would take responsibility for the collapse of the current system? Do you think that the governments would take responsibility? No. The virus is here to take the fall. The virus will be the excuse to burn down this old system, as we're seeing happen right now, and out of the ashes, this new system will rise.
You think that it's just a coincidence that the central banks just so happen to have their new digitalized currencies ready to go? They've already been rebuilding the global infrastructure for years to facilitate this new digital financial system, this new digital financial system of control, which is about to be rolled out on all of us right now. At the same time, they are rolling out the digital immunity passports, and that the UN's digital identity plan is being rolled out and worked on right now, which is being funded and rolled out by Bill Gates. There's so much more. I could continue to go on, but for now, I'm going to have to cut it here. Global governance is at our doorstep. It's being rolled out under the justification of this COVID-1984 crisis. And at the end of the day, we the people do not have a say in our future, according to them. We don't even get a vote, according to them. These technocrats are deciding the future of humanity for us right now. And guess what? The future of humanity isn't human at all. Bonjour le peuple. Ce message est d'une grande importance pour nos enfants. Nous savons qu'ils se fichent ouvertement de notre figure. Comment les contrer? Aller à l'essentiel. Si tu te fais dépister, tu seras positif et ils attendent que ça. Si ta voisine le fait, elle le sera aussi. Nous le serons tous et ils imposeront le dépistage obligatoire à tous. Même à toi qui as compris leur stratégie et leur point d'attaque. Le dépistage. C'est pour cette raison que dans un premier temps, ils ont voulu rentrer les enfants les premiers à l'école, car ils auraient effectué des dépistages massifs. Ils le feront en septembre, sans l'autorisation des parents, car chaque responsable d'établissement a reçu une ordonnance de 61 pages qui contient cette clause. Ton enfant à l'école est sous la responsabilité et propriété de l'État. En cas de pandémie, l'État prend les pleins pouvoirs. Et comme c'est leur plan de créer une pandémie, si tu les laisses faire, ils prendront les pleins pouvoirs. Bref, ils ont changé leur plan de déconfinement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur que les Français ne mettent pas leurs enfants à l'école, c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Beaucoup de gens ont gardé leurs enfants avec eux, donc pour compenser ce manque à gagner, ils ont déconfiné tout le monde afin que les gens se mélangent bien jusque fin août pour pouvoir dire que nous nous sommes contaminés entre nous. Ensuite ils vont activer la 5G en France dans plus de 25 grandes villes. Parallèlement à ça, ils envoient régulièrement des épandages en masse chargés de charges virales et bactériennes, afin que ça refasse le même scénario qu'en Chine. C'est ce qu'ils appelleront la deuxième vague. Ils ont commencé le dépistage par test en France à raison de 700 000 par semaine. Comme tu l'as compris, il y aura principalement des positifs, ils auront donc la preuve que nous sommes malades, ça même si nous savons que c'est pas vrai, ça sera écrit là, sur le papier et tu n'auras plus qu'à t'exécuter et fermer ta bouche. Quand ils déclareront la population malade à plus 80% du Covid-19, si tu l'ouvres ils feront comme avec les gilets jaunes. LLS te la fermeront direct. Les épandages et activations de la 5G vont produire de vrais malades. Hélas. Mais cela va faire peur afin d'inciter les gens au dépistage. Et là ils n'auront plus qu'à sortir leur liste de gens positifs, ceux qui auront accepté le dépistage, pour déclarer une obligation de dépistage pour tout. C'est par ici qu'ils comptent passer pour nous imposer la vaccination. C'est pour cette raison nous devons nous mobiliser sur ce message. À envoyer en masse. Refuser le dépistage. Sinon, la marche suivante tu la connais, leur but de nous imposer une vaccination mondiale. C'est leur plan. Pour la France, ça passera pas, le gentil couillon qui, pas informé de leur plan, aura accepté le test du dépistage. Donc si tu as compris que tu ne veux pas servir leur plan, partage ce message en masse et refuse. Refusons. Refuser. Ne nous laissons pas dépister, ne leur donnons pas la preuve qui leur manque. Nous ne sommes pas malades. Cette clé nous appartient. Si nous ne la tournons pas, en informant et en refusant cet acte, nous serons cuits. On peut inverser le plan, faire échouer le leur, nous donner la preuve collective de notre bonne santé. Pour les personnes malades, on a bien compris qu'ils n'avaient aucune intention de vous soigner. Donc aucune raison de vous laisser dépister. La preuve qui nous manque pour leur remettre leur plan foireux, c'est notre bonne santé collective. Les rendre ridicules. Sauvons notre peau.
par notre esprit de solidarité. Inversons le processus, on a l'avantage. Ne leur donnons pas notre corps, notre pouvoir qui est celui de choisir. Gardons notre légitimité, ce qui nous définit humains, pour notre santé et liberté à tout. Si tu consens au dépistage, aucune loi ne te protégera et par cet acte tu auras consenti à te déclarer malade. Depuis quand ils veulent nous soigner? Ils nous ont rendus malades, ils nous ont laissés mourir, maintenant ils veulent nous dépister. Pourquoi à votre avis? Comment tu vas faire quand le dépistage sera obligatoire pour refuser, avec tes petits bras musclés contre leur char d'assaut? Ne sois pas celui qui va venir grossir leur liste. Ils veulent nous diviser pour mieux régner et nous séparer. Nous avons encore le choix de refuser ce dépistage. Ça ne tient qu'à toi, à nous. Il n'est pas encore obligatoire mais demain il le sera si tu ne diffuses pas ce message en masse pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui tu n'es pas malade, tu as encore toutes tes forces pour agir. Demain il sera trop tard. Plus de 80% de dépistage positif puis malade, vacciné et pucé. Pourquoi? Parce que tu auras refusé de comprendre, tu te feras laisser dépister positif et malade. Tu leur auras donné l'autorisation de prendre ton corps et le plein pouvoir sur toi et sur nous tous, pour qu'ils imposent leur plan sanitaire obligatoire. Dépistage puis vaccination etc. etc. La suite tu la connais? Si tu acceptes le dépistage, c'est que tu es malade. Si tu es malade, ils te vaccineront. Pour te tuer. Prends soin de toi et protège ta famille. Allô? Allô? Oui, salut. Bonsoir. Bonsoir la famille. Comment ça va? Je suis une maman, je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure sur ton autre live, je suis entre tristesse, colère, détresse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis une maman qui a remis son enfant à l'école. Alors j'ai eu des messages de personnes sur ton live qui me disaient de venir témoigner. D'accord. D'autres qui disaient c'est pas faute d'avoir prévenu. Seulement j'ai répondu, moi, à ces personnes qui répondaient ça, que quand on est une maman seule, qui n'a pas de famille, ils savent comment faire si on les remet pas, oui. nos enfants, c'est les services sociaux. Bah oui. Et dans l'école de ma fille, déjà, ils l'ont déjà fait à des parents. Donc j'ai remis ma fille ce matin à l'école et je suis éveillée, hein. Je sais les vaccins, je suis aussi dans l'action, on me connaît, c'est qui je suis. Et là, ce soir, quand ma fille est revenue, donc je lui ai dit, fais attention à ce que tu dis, fais attention... Et là, ça a été, ils ont balancé une vidéo aux enfants primaires sur le fait des bienfaits du vaccin. Non. Si. Premier jour du retour, ils ont dit ça? Ils ont fait ça? C'est ça. Ils ont mis une vidéo aux enfants pour leur expliquer que les vaccins, c'était bien et que c'était pour leur bien. Et après, elle m'a achevé en me sortant, tiens, on nous a demandé aussi de répondre à ce questionnaire. Non mais attends, alors déjà j'étais assommée avec la vidéo. Et elle est sortie avec un questionnaire en plus où il faut qu'ils répondent à plein de questions sur le confinement chez vous, comment ça s'est passé. En bref, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous êtes sorti, si vous n'êtes pas sorti, enfin tout un tas de questions. Et là, je me suis dit, ça va loin, quoi. Ça va très loin. C'est-à-dire que comme M. Blanquer, et moi je l'avais vu à la télé, quand il a dit cette phrase que personne n'a fait attention, sauf nous les éveillés, il a dit, je ne remets pas les enfants à l'école pour travailler pour les 2 semaines qui restent. Ça voulait tout dire, cette phrase. Cette phrase, c'était qu'il remettait les enfants justement pour commencer à prendre la température, pour commencer déjà au niveau de dire le vaccin c'est bon. Alors du coup moi j'éveille ma gamine, elle rentre ce soir, fait tu sais maman, elle dit le vaccin en fait c'est bon puisqu'ils nous ont expliqué qu'ils allaient nous mettre des anticorps et que ça allait combattre le virus. Ah putain, j'étais folle.
C'est là où je dis aux parents, mais je sais plus, parce que moi je suis vraiment du terrain et j'essaye de d'éveiller un maximum. Et je me dis, mais comment faire comprendre aux gens, c'est pas nous. Nous, ils sont en train de nous faire crever. 50, 60 ans, pour nous, c'est bon, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais c'est eux qui veulent. C'est les gamins qui veulent. C'est même plus des programmes scolaires qui leur font. C'est carrément les lobotiser, quoi. Ils les lobotisent complètement. Alors là, comme chaque parent sait, quand on inscrit un enfant à l'école, il faut montrer patte blanche. Le carnet de vaccin de l'enfant pour savoir s'il a été bien vacciné. Et s'il est bien vacciné, il a le droit à l'école. S'il n'est pas vacciné, services sociaux. Alors, à quoi s'attendre aujourd'hui? Je vois deux grands cas de figure, bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Soit ce fichu virus nous laisse tranquilles, soit il repointe le bout de son nez. Dans les deux cas, cela se passe mal. Mais si le virus revient, cela ira mal bien plus vite. Dans le cas où le virus ne reviendrait pas, la récession va s'installer en Europe et aux USA. Que ce soit les ménages ou les entreprises ou les États, ces deux zones sont très fortement endettées et les taux sont à 0%. Il n'y a donc plus de marge de manœuvre fondamentalement. Pour éviter un crash, les banques centrales et les gouvernements vont devoir injecter beaucoup d'argent, ce qui a déjà commencé. Mais surtout, ils vont devoir vous empêcher de bouger, et essentiellement de bouger votre épargne. Durant le confinement, les banques ont tremblé, et je connais des personnes pour lesquelles il a été très difficile, voire impossible, de déplacer leurs avoirs. Je ne vous parle pas de l'impossibilité d'acheter de l'or, car il y avait tout simplement trop de demandes. Je vous parle de l'impossibilité de faire un virement pour sortir son argent du système bancaire ou des fameuses assurances vie. Le chômage va continuer de progresser et une profonde détresse sociale va s'installer. Le système financier et les grosses entreprises seront perfusés, mais pas les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas de la science-fiction, on l'a vu pendant le confinement. Notre président a promis un financement pour toutes les entreprises, mais dans les faits, les banques ont appelé leurs clients solvables pour leur prêter un maximum, tout en faisant leur minimum pour ne pas prêter aux entreprises en grande difficulté. Là s'arrête le pouvoir des banques centrales, à la réalité du terrain. L'objectif était simple, en prêtant le plus possible aux entreprises qui étaient les plus solides, voire qui n'en avaient pas besoin, l'objectif était de remplir leur quota pour afficher, chacune d'entre elles, qu'elles étaient bien en soutien à l'économie. Nous risquons donc d'assister au retour des mouvements sociaux, sous une forme ou sous une autre, et ce ne sera pas forcément des gentils gilets jaunes qui demandent l'instauration d'un référendum citoyen. Par exemple, si ce sont les banlieues qui s'enflamment, comme en 2005, cela sera nettement moins family friendly. En fonction de la crise sociale que nous traversons, les formes que cette crise pourra prendre pourront être très diversifiées, mais dans tous les cas fortement désagréables. C'est pour cela que je vous parle de débancarisation, de repenser son lieu de vie et de vous fixer comme priorité de ne pas perdre d'argent plutôt que de chercher à en gagner. Bref, de prendre soin de vous protéger. Ensuite, deuxième scénario, le virus revient. Comme cela semble bien être le cas si on se réfère au gouverneur de la Banque centrale américaine qui y a fait allusion, ou même à Macron. Comment comprendre autrement l'idée du président Macron de réouvrir les écoles 15 jours avant les vacances scolaires d'été, si ce n'est pour provoquer ce second pic épidémique plus tôt pendant les mois de juillet et août qu'en septembre ou en octobre. Le pire, c'est que ce n'est pas forcément idiot. Si on doit être reconfiné chez nous, mieux vaut le faire quand la France est en vacances, car économiquement, le choc sera moindre. Bref, dans ce scénario, la crise va s'accélérer pour plusieurs raisons. Les dégâts économiques seront d'une ampleur bien plus grande que lors de la première vague, et tout cela ira bien plus vite. Confiné ou pas confiné, toute mesure pour lutter contre l'épidémie est destructrice pour l'économie. En cas d'épidémie, nos élites éclairées n'auraient aucune retenue pour imposer des mesures qui seront présentées comme exceptionnelles. Ils pourront déployer toute leur créativité tout en nous expliquant que c'est nécessaire pour sauver les meubles. En plus, dans un tel cas, ce sera pas faux. On pourrait voir arriver, je ne sais pas, une taxe sur l'épargne, en même temps qu'une renégociation de la dette, puisque ça va avec. Des nationalisations de banques, et pourquoi pas des contrôles de change. Quant à vos libertés individuelles, je ne vous fais pas un dessin. Dans un tel scénario, je ne suis pas sûr que les Français soient aussi cool que la première fois.
En mars et avril, le confinement s'est particulièrement bien passé, car tout le monde avait ce qu'il lui fallait, globalement. Si nous reconfinons en juillet ou en août, ce sera bien plus dur moralement et financièrement. Je vous rappelle également que les stocks alimentaires sont sous tension et que des pénuries bien plus dures pourraient refaire surface. Ne nous y trompons pas, ce type de période est propice aux paniques de toute espèce. Bank run, étagères vides dans les magasins, émeutes dans les quartiers sensibles, et j'en passe. Je vous rappelle que le confinement dans certains quartiers s'est tout particulièrement mal passé, avec des tirs de mortier sur la police par exemple. À titre personnel, profitez de cette période d'accalmie pour vous préparer. Remplissez votre cellier avec des courses suffisantes, achetez tout ce dont vous avez besoin pour passer un éventuel confinement dans de bonnes conditions. Vous avez de la chance, car nous venons d'en vivre un de confinement. Vous savez donc à quoi vous attendre. Envisagez d'équiper correctement la maison de campagne. Mettez à jour votre matériel informatique pour travailler à distance dans de bonnes conditions. Équipez-vous pour bricoler. Ou que sais-je d'autre, mais préparez-vous. Si vous faites tout cela pour rien, ce n'est pas grave puisque vous aurez investi dans des choses dont vous avez besoin. Par contre, si un reconfinement revient sur le devant de la scène, alors vous le vivrez beaucoup mieux. N'oubliez pas qu'un homme averti en vaut deux et qu'un homme préparé en vaut quatre.